Salut à tous, ici Nozman. Vous savez, maintenant j'aime bien vous présenter des armes et expliquer comment elles fonctionnent scientifiquement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette méga mitraillette. Bon alors heureusement c'est pas une arme à feu, elle tire pas des balles, non en fait elle tire des élastiques, mais vous allez voir elle est ultra astucieuse parce qu'en fait on peut mettre énormément de munitions. Et en fait ici on a donc une pièce autour de laquelle est insérée une corde. En fait on a toutes ces petites plaques de bois qui sont crantées et la corde vient s'insérer à l'intérieur de ces petites encoches. Et en fait nous ce qu'on va faire c'est venir placer les élastiques un par un, c'est hyper long je pense. Et donc quand on va tirer, ça va venir faire sauter la corde qui va s'enrouler sur cette partie-là. Donc l'élastique est au-dessus de la corde, ça c'est la corde, ça c'est l'élastique. La corde, en sautant, va venir faire sauter naturellement l'élastique. C'est ultra malin. On va la tester, on va mettre un maximum d'élastique dessus et tirer. Aujourd'hui, cette vidéo elle est réalisée en collaboration avec Open Classroom. Open Classroom, c'est un service plutôt intéressant parce que c'est un site qui propose des cours 100% en ligne, des cours que tu peux vraiment suivre à ton rythme et surtout sur plein de métiers en croissance. Il y a une grande sélection de formations en ligne pour plein de différentes compétences, dev web, marketing, communication, design, data, etc. Pour les débutants en développement, par exemple, il y a des cours pour devenir ingénieur web ou alors des cours pour apprendre à utiliser WordPress. Si par exemple tu es développeur plus expérimenté, il y a des cours pour apprendre le JavaScript React ou le PHP Symfony par exemple. Il y a des formations sur la data pour devenir data scientist. Pour les professionnels des systèmes et réseaux, il y a des cours pour devenir technicien informatique, administrateur système ou encore réseau et sécurité. Ces formations en ligne, elles sont pratiques et elles permettent vraiment d'apprendre à son rythme. Tu as des cours vidéo et des projets professionnels et surtout un accompagnement personnalisé et même une remise de diplôme certifiée et reconnue par l'État. Tu peux aussi être mis en relation avec des entreprises ou des professionnels qui recrutent. Alors surtout selon ton cas, tu peux aussi te faire financer tes formations par l'État par exemple, mais aussi par alternance, etc. En tout cas, je vous invite à aller plus loin si ça vous intéresse. Il y a un lien dans la description et sur le commentaire épinglé de la vidéo. Vous aurez toutes les infos. Merci à tous. J'espère juste qu'il n'y en a pas trop qui vont sauter quoi. C'est une blague. Mais il y a combien d'élastiques en vrai? 12, 13, 13 fois combien? 1, 2, 3, 13 fois 20, 260 élastiques. Mais mec, c'est abusé. Ah, celui-là il va partir, il va faire très mal. Bah franchement c'est hyper long, pour certainement assez peu de temps d'amusement, mais ça va, ça se fait. Alors là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, ici. Bon, on a mis toutes les munitions sur la mitraillette, c'est-à-dire environ 250, un peu plus. On a toute notre zone de test qui est juste ici. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au test. Bon, c'est très marrant, franchement c'est assez puissant, hein. Ça permet d'à peu près tout dégommer ici. 250 élastiques pour 25 secondes de plaisir. C'est cool, on va le refaire, c'est parti. Bon, si j'arrive à envoyer des élastiques aussi loin avec ce truc, a priori vous n'avez pas besoin d'avoir fait un doctorat en sciences des matériaux pour avoir une petite idée de pourquoi. La raison c'est qu'un élastique, un objet fait en caoutchouc, attends je repose la sulfateuse ici. Quel bel objet. Donc du caoutchouc, parfois naturel, parfois synthétique, une matière qui est donc capable de s'étirer, et vraiment pas qu'un peu, car certains caoutchoucs, c'est carrément par 10 qu'ils peuvent s'allonger. Mais outre le fait d'être ultra doués pour grandir à grande vitesse, leur talent, c'est surtout qu'ils sont capables de... pas me blesser, hein, mais plutôt de retrouver leur forme initiale dès qu'on cesse d'y toucher. Tu vois, tu le tends comme ça à mort, tu le lâches, il retrouve sa forme. C'est quand même dingue. Des atouts ultra stylés auxquels on est tous habitués, vraiment ça nous fait plus rien de voir ce genre de truc, mais moi je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que tu vois, quand on enfile son slip, bah on s'attend tous à ce qu'il tombe pas, ok, mais ça sans vraiment comprendre pourquoi. Tu vois, moi je pense jamais à quand je mets mon slip, pourquoi il tient, tu vois, bah maintenant vous allez le savoir. Slip ou tout autre sous-vêtement, y a pas de souci. Donc on sait même pas pourquoi ça tient, et c'est à cette étape précise que peut-être qu'un doctorat en sciences des matériaux pourrait être utile. La première étape, c'est donc déjà de comprendre pourquoi vos élastiques sont capables de s'étirer ainsi. Dans la famille des mots qu'on connaît mais dont on ne connaît pas trop la définition, je demande le polymère, s'il vous plaît. Polymère, il est là? Polymère? Car si notre élastique est capable de multiplier sa taille par je sais pas combien là, c'est bien parce qu'il fait partie de cette classe de matériaux. Une classe de matériaux qui sont tous constitués de molécules un peu particulières, leur nom, macromolécules. Et leur caractéristique, juste d'être constituées d'unités répétitives, les monomères, attachées les unes aux autres pour former de longues chaînes d'atomes.
Dans le cas du caoutchouc d'ailleurs, c'est pas n'importe lesquels. Non, car il s'agit de monomères appelés isoprènes. Des unités d'isoprènes donc répondant de la formule C5H8 qui sont reliées entre elles par un partage d'électrons entre deux atomes de carbone. Mais ces monomères, ils ne font pas qu'être attachés par ce type de liaison dite forte ou covalente. Non, elles sont aussi enchevêtrées ensemble. Un peu comme un plat de spaghettis qu'on aura oublié depuis une semaine. Ils sont genre bien ensemble. Bien ensemble jusqu'à ce qu'on décide de choper les deux extrémités de votre élastique et tout simplement de les tirer. Ce mouvement va en fait permettre à votre pelote de macromolécules de peu à peu s'étirer et se déformer. Ok, mais les polymères, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs là, je vais tirer avec un polymère sur un autre polymère. Le scotch, lui, c'est aussi un polymère. Mais alors pourquoi lui, il n'est pas capable de doubler sa taille sans aucun problème? Tu vois, si je prends du scotch et que je le tire, il va rien se passer, ça va résister. Pourquoi? C'est un polymère. La raison, c'est que tous les polymères ne partagent pas les mêmes propriétés. Pas de chance pour le scotch. Le scotch, en fait, souvent fait de PVC plastifié, lui, en fait, il n'est pas très déformable à température ambiante. Une caractéristique qui s'explique parce que le PVC a une température élevée de transition vitreuse. Comprendre ici la température à laquelle ce polymère va passer d'un état dur, vitreux, à un état mou, caoutchouteux. Et ça veut tout simplement dire que pour amorcer la déformation de votre scotch en un matériau hyper étirable, ça doit tout simplement chauffer, et pas qu'un peu. Car pour le thermoformage, le PVC, sans ajout de plastifiant capable de faire varier sa température de transition vitreuse, eh bien il doit carrément atteindre une température comprise entre 110 et 140 degrés. En dessous de ça, on est bon pour des molécules gelées. Ouais, gelées, on dit ça. Car ce polymère appartient à la famille des thermoplastiques. Une catégorie de polymères où les différentes chaînes de macromolécules ne sont pas reliées ensemble par des liaisons fortes. C'est le plus souvent dans la case des solides amorphes qu'il faut le ranger. Et ça veut dire en fait que la plupart du temps, il possède une structure atomique désordonnée. Du coup, oui, comme un liquide. Une structure atomique hyper désordonnée que partage aussi notre fameux caoutchouc, car sur un plan physique, lui, en ce moment, en fait, c'est aussi une sorte de liquide. Une sorte de liquide donc qui ne tient que grâce à l'enchevêtrement de ces molécules et de ces liaisons fortes entre atomes de carbone. Sauf qu'à la différence de notre polychlorure de vinyle, lui, il n'a pas besoin de l'option surchauffe à plus de 100 degrés pour activer son mode mou. J'ai même pas réussi à le lancer, quoi. C'est dès que la barre des moins 100 à moins 50 degrés Celsius est passée qu'il parvient à devenir déformable. Parce que au-dessus de cette température, c'est facile, la capacité de mobilité de ces molécules devient plus importante que celle de la force de ces liaisons faibles, c'est-à-dire celles présentes localement entre les chaînes qui le rendent dur lorsqu'il fait froid. Résultat, à température ambiante, il est totalement mou et élastique. En fait, c'est hyper directif et quand tu comprends d'où ça part, c'est assez facile de viser. La corde, elle fait sauter l'élastique qui est sur le côté là, donc en fait, c'est celui-là. Ça, c'est le viseur. Paf. Voilà. Et si avant traitement, le caoutchouc brut est lui aussi à ranger dans la case thermoplastique, eh bien cette denrée hyper précieuse, c'est souvent à une autre catégorie de polymères qu'on l'associe, celle des élastomères. Une famille de matériaux qui a la particularité de pouvoir retrouver sa forme hyper facilement après avoir été étiré. Enfin ça, même si avant traitement, je vous conseille pas de faire du soie élastique avec du caoutchouc brut parce que vous risquez juste de vous éclater en bas. Donc très mauvais pour la santé a priori. Parce qu'à la base, le caoutchouc naturel, c'est pas une substance qui était destinée justement à faire tenir nos slips. Non, pendant longtemps, l'atout du caoutchouc, c'était plutôt sa capacité à imperméabiliser. Un pouvoir assez pratique qui fut notamment exploité par les civilisations précolombiennes. Alors la source primaire qu'ils utilisaient, c'était quoi? C'était l'Hevea brasiliensis, qui, comme d'autres arbres, est capable de suinter un max de latex lorsque son tronc se fait écorcher. Le latex, c'est pas juste une substance qui est capable de puer à mort, parce que ça pue le latex. Non, c'est aussi une substance qui est composée de 30 à 40% de caoutchouc. Une matière assez énigmatique qu'un Français, Charles-Marie de la Condamine, a ramené dans ses bagages au début du XVIIIe siècle. Mais même en changeant de continent pour le caoutchouc, l'élastique, c'était pas au programme immédiat. Car la première invention européenne à base de caoutchouc, c'était plutôt la gomme qui est apparue en 1770. Et si cette matière première a tardé à ajouter élastique à son CV, c'est que le caoutchouc tout droit sorti d'un EVA présente un max de défauts. En plus d'être collant et mou lorsqu'il fait chaud et dur et cassant lorsqu'il fait froid, et bien niveau élasticité, il est pas non plus hyper doué. C'est bizarre, parce que oui, cet élastique, il a aucune chance de venir directement d'un EVA. Déjà parce qu'il se pourrait bien que ce soit du caoutchouc synthétique à base de pétrole, et ensuite parce que le caoutchouc naturel qu'on utilise au quotidien, c'est du caoutchouc naturel traité. Parce que pour être capable de reprendre sa forme, on a besoin d'un truc spécial, passer par la case vulcanisation. Un procédé assez stylé découvert par Charles Goodyear en 1839. Petite mise en situation. À cette époque, cet inventeur n'a pas de thune. Par contre, il a une obsession, le caoutchouc. La raison, c'est qu'il s'est fixé une mission, celle de parvenir à le stabiliser dans une plage de température plus importante. Et le pire, c'est qu'il va y arriver sans le faire exprès.
Car un jour, au lieu de balancer un steak dans sa poêle chaude, c'est un mélange de caoutchouc et de soufre qu'il va y faire tomber. Une gaffe qui a permis de créer un matériau plus dur et en prime très élastique. À ce moment-là, la vulcanisation était née. Enfin presque. Car pour que ce procédé soit appelé ainsi, il faudra encore attendre que Thomas Hancock le baptise. Ouais, vu qu'après avoir étudié les échantillons de Goodyear, en 1843, eh bien c'est cet ingénieur qui a déposé le brevet. Donc c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi ce procédé qui fait que Goodyear a pas passé une superbe année 1843? Il s'est un peu fait voler le truc quand même. En fait, dans le domaine des matériaux, la vulcanisation, c'est un procédé chimique qui consiste à incorporer du soufre dans un élastomère brut. Enfin, pas n'importe comment. La raison, c'est que cette recette ne fonctionne pas sans cuisson. Donc grâce à elle, c'est simple, les fameuses liaisons fortes absentes chez les thermoplastiques entre les différentes chaînes de molécules vont être en mesure de se former. Voyez ça un peu comme les barreaux d'une échelle. Et ça, dans votre caoutchouc traité, ça va tout changer. Car à la différence de votre élastique non vulcanisé, eh bien lorsque vous allez cesser de l'étirer, les liens horizontaux établis par le soufre entre vos macromolécules vont juste permettre de les ramener à leur point de départ. Un procédé qui est aussi possible avec d'autres substances que le soufre. Dans ce cas, on parle plus de vulcanisation, non là on parle de réticulation. Et avec tout ça, votre élastique, il est enfin capable de faire tous ces petits trucs que vous connaissez bien. Bon, ça paraît ouf, on dirait un peu un espèce de super pouvoir à la Marvel, tu vois, de pouvoir s'étirer comme ça, mais il y a quand même des limites. En fait, ouais, même réticulé, votre élastique, il a quelques chances de se... Ouais, il a quand même des chances de se briser. La raison, c'est que sa kryptonite, c'est pas que les températures froides. Non, vraiment, il en a plein d'autres. Car je sais pas moi, un excès de force justement qui peut briser ces liaisons fortes. Mais bon, faut y aller quand même, t'as vu comment j'ai tiré. Un point de rupture qui peut aussi être atteint petit à petit, tu vois, à force de le contraindre comme ça. À force de faire ça, on détend de plus en plus l'élastique et il y a de fortes chances qu'à chaque traction, on augmente encore un peu plus les chances de le briser. Donc oui, il est cassable et il a d'autres points faibles qu'on soupçonne même pas, comme par exemple juste l'air ambiant, tout simplement. L'air ambiant peut le dégrader. Votre élastique, en fait, il peut s'oxyder. Ça veut dire qu'avec une réaction chimique avec l'oxygène, eh bien sa composition chimique à l'élastique, elle est capable de changer. Et c'est même pas le seul coupable de son affaiblissement progressif, car un autre de ses ennemis, c'est tout simplement les UV. Puisque là encore, ils sont plutôt doués pour entraîner une réorganisation de ces liaisons. Et le risque dans tout ça, c'est que d'un élastique continu, on passe à un élastique tout distendu qui n'est plus continu du coup. La bonne nouvelle, c'est que l'élastique, il a beau être stylé, j'aurais jamais cru dire ça dans une vidéo quand même, eh bien dans la grande famille des polymères, c'est pas du tout le plus doué pour éviter de se briser. Non, dans ce domaine, pas de doute, le Kevlar est plus doué. S'il est capable d'arrêter les balles, le Kevlar, c'est bel et bien grâce à sa structure moléculaire exceptionnelle. Car entre ces longues chaînes de macromolécules, ce polymère peut compter sur un max de liaisons hydrogène. Une densité de liaison très importante qui vient avec des macromolécules hyper bien alignées, orientées et régulières. Et grâce à cette organisation militaire qui fait de Kevlar un polymère cristallin, eh bien vous obtenez un matériau qui a une plus grande résistance à la rupture que l'acier. Bon, et ça c'est assez stylé quand même. Et d'ailleurs, les polymères n'ont pas fini de nous impressionner, car l'année dernière, c'est carrément un tout nouveau type de polymère qui a été inventé, et le talent donné à ce nouveau polyacrylamide, un polymère très utilisé dans le secteur industriel, c'est juste d'être capable de se dégrader dans l'eau. Et ça à plus de 70% en une semaine. Une solubilité modulable en fonction de la température, qui a été rendue possible grâce à l'incorporation de liaisons fragiles dans sa structure. Mais avec tout ça, vous pensez que dans le game des polymères, le caoutchouc n'est pas si impressionnant? Vous vous trompez, parce que sachez-le, lui aussi il continue de nous surprendre. La raison, c'est que depuis quelques années, certains caoutchoucs synthétiques sont capables de s'auto-réparer. T'imagines? Et notamment le modèle développé par l'équipe du labo Matière Molle et Chimie il y a quelques années. Une prouesse que ce caoutchouc synthétique réalise car il ne compte pas que sur ses macromolécules justement. Non, il compte aussi sur un réseau d'acides gras liés entre eux par des liaisons hydrogènes qui se forment très facilement. Tellement en fait qu'une fois que vous mettez deux bouts de caoutchouc synthétique coupés côte à côte comme ça, eh bien ces liaisons vont tout faire pour se recréer. Vraiment, je vous avais dit que le caoutchouc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, ça me permet de faire une belle transition, c'est tout l'aide qu'on a reçu avec l'équipe pour l'écriture de cette vidéo. Je tiens donc à remercier Olivier Lame, professeur à l'Institut national des sciences appliquées, et Camille Spigolis, docteur en sciences des matériaux, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Merci à vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, une vidéo sur les polymères, sur les élastiques, ça sort un peu de nulle part, mais le thème est super cool. Et si ça permet d'être imagé en plus avec cette bestiole là-bas, c'est encore mieux. Donc voilà, merci à tous, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'était un gros morceau mais c'était très cool. Les petits commentaires comme d'habitude, le pouce en l'air, l'abonnement, vous connaissez la chanson, moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!